Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour Alex Nevsky. Bonjour. Je nous trouve courageux de faire ça à ce moment-ci du mois. Moi, je suis à la fin de ma phase lutéale. Toi, t'es en plein rush de lancement d'album. Puis malgré tout ça, qu'on s'assoit ici puis qu'on ouvre cet espace-là. Non, mais je veux dire, on est bien. Ben, je veux dire, moi, je suis bien. Moi aussi, je suis bien. Ouais, OK. Tu te sens comment à part bien, là? Je me sens nerveux parce que j'ai trop bu de matcha. Puis j'avais des palpitations il y a pas longtemps. Fait que tout ça a emmené à un podcast où je dois être vulnérable. C'est ça. Je me sens assez nerveux en ce moment. C'est tellement drôle parce que tu dis que t'es nerveux, puis on entend ta voix, puis moi, c'est tellement pas ça que je ressens. T'es tellement comme feutré. C'est mes années à la radio. Oui, quand t'étais... Animateur. Oui, à Ici Musique. Tu sais, j'ai sollicité les gens sur Instagram pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir, si c'est quoi les questions, puis tout ça. Fait que je les ai traversées, puis on pourrait répondre à des questions spécifiques, mais une question qui m'a comme un peu juste allumée au départ, c'est quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qui est différent depuis qu'on a enregistré un épisode ensemble l'année dernière, parce que c'est super drôle, j'ai regardé la date, on est presque exactement 1 an plus tard. Ah ouais? Ouais. Fait que depuis mars l'année dernière, qu'est-ce que tu dirais qui a changé, qui est différent? Qu'est-ce qui a bougé pour toi? Et là là. Grande question. Je pense ce qui a le plus changé, c'est ma volonté à réellement te comprendre, ma volonté à réellement bien communiquer, mon désir de vivre, de plus profiter de la vie depuis la mort de mon père. Quand on s'est parlé l'année passée, c'était comme pas longtemps après la mort de ton père. Fait que je pense que, tu sais, d'avoir le nez vraiment collé dessus, on est plus dans le processus du deuil au départ, puis tout ça. Puis c'est ce que je sens aussi chez toi, puis entre nous, ce désir-là d'être... C'est-tu la joie ou comme d'être vivant? C'est comme, comment est-ce qu'on peut être plus vivant? Parce que c'est fou comment on peut être emporté par la routine, nos habitudes, les choses qu'on connaît, puis un petit peu se camper là-dedans, puis un peu faire les trucs par automatisme. Puis je sens que d'une part et d'autre, cette année, on a essayé d'être un petit peu plus dans la force de vie. Ça peut passer par le plaisir, l'érotisme, vivre des choses. Il y a ça qui, en tout cas, qui a pris plus de place, je sens. Plus de place, mais pas assez encore. Je dirais que c'est comme, oui, c'est ce qu'on veut, mais comment on fait pour sortir de notre quotidien puis vraiment le mettre en place? Ouais. C'est la prochaine étape, on dirait. Oui, parce que, on est parents. Toi, tu te travailles super fort parce que tu sors un album. Moi, j'ai la tête pleine de projets. Je suis en train de les faire naître. Fait qu'on est comme pris dans beaucoup de choses, ce qui fait en sorte que, moi aussi, il faut que ça a l'air tellement niaiseux à dire, mais je dois me rappeler de vivre à travers ça. Et là là, oui. Tu dois me le rappeler aussi souvent. Ouais. Je t'entends souvent dans le podcast parler de vivre et tout, puis je me dis, mon Dieu, qu'elle devrait écouter son podcast aussi. Mais je fais mon podcast aussi pour moi, là. Ouais. Mais c'est aussi ce qui m'a amené à décider de réduire la fréquence de mes épisodes. Grande décision quand même, là. Mais oui, c'est comme si j'avais de la difficulté à penser que je mérite de pouvoir vivre, comme s'il fallait que je l'ai gagné, cette vie, alors que c'est complètement absurde. Mais ouais, ça fait que c'est quand même ça, je me rends compte. Puis toi, tu me le rappelles souvent, là, je te vois durant la journée coucher devant le feu pendant 2 heures. Ouais, mais t'offrir ces bulles-là de sérénité, puis de me rappeler que, tu sais, puis quand je te vois, mon réflexe souvent, c'est de faire comme, ben voyons donc, y a-tu besoin d'une to-do list que je l'aide à... Y a-tu besoin que je rappelle que le panier de lavage est plein? Mais tu vois... Je le sais, puis je le sens. Aussi, je sens la culpabilité parce que je sais que toi, tu travailles de 8 à 4h45, tu sais, fait que des fois... Je suis pas juste en train de me détendre, je suis en train de culpabiliser parce que je suis en train de me détendre aussi. Je suis désolée de t'envoyer cette culpabilité-là sans le vouloir, juste en étant comme ça, mais je me rends compte quand même que c'est quelque chose qui
qui est en train de bouger pour moi, là, de me rendre Ouais. compte que c'est pas nécessairement plus productif d'être constamment en train de faire des affaires. Puis toi, je veux dire, t'es pas un fonctionnaire, là, t'es un artiste, t'es dans un processus créatif, puis il y a rien qui tue plus la créativité que d'essayer d'être productif puis d'être complètement tout le temps absorbé dans de la nouvelle information, puis tu sais, dans de la charge mentale intense. Il faut que tu Ouais. t'en dégages des espaces comme ça, sinon la créativité peut pas monter. Fait qu'il faut que je me parle, faut que je me parle, puis en fait, Parce que toi aussi, tu vas être créative. c'est ça. Parce que si t'es juste dans ta job de bureau, tu vas pas créer tout ce que tu veux créer, puis il y en a, là, beaucoup de créativité, tu sais, dans tes prochains projets. Oui, mais c'est ça, la créativité, on pense des fois que c'est juste quand on est artiste, mais c'est dans plein de choses, dans la vie de façon générale, ça demande la créativité, fait que je dois me le rappeler aussi, puis je pense que c'est ça, merci d'incarner ça dans notre maison, parce que ça me déclenche souvent, puis en même temps, ça m'offre de précieux rappels. Notre chien Ouais. me l'offre. T'as parlé au départ d'essayer de mieux me comprendre, puis je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mieux me comprendre, tu sais, sur quels aspects ça s'exprime? Ben, je pense que de commencer à être conscient du cycle hormonal, comme avec ton podcast, là, en tant qu'auditeur, avec Cynthia Ma, entre autres, puis après d'autres invités, ça a vraiment, ça a changé vraiment ma façon de comprendre la femme en général, puis donc de comprendre ma relation avec toi, puis d'amener beaucoup plus de compassion, puis juste d'essayer d'être un allié, là. En fait, je pense, tu sais, ça a commencé là, avec l'écoute de ces podcasts-là, mais ça s'est beaucoup consolidé en étant avec la petite application où je peux suivre ton cycle. Oui, bien, pour les gens qui connaissent pas ça, on peut se synchroniser. Moi, j'utilise l'application Flow, mais il y en a plein d'autres, des super bonnes. Il y a la version partenaire, donc ça se synchronise en temps réel quand moi, je rentre mes symptômes, quand j'enregistre mes menstruations. Donc là, tu as un petit peu les mises à jour, puis dans ton calendrier, tu sais ce qui s'en vient. Oui. En temps réel. Ouais, puis tu sais, juste de le voir sans comprendre vraiment ce que c'est ces phases-là, je pense que c'est un peu plus inutile, là. Sinon tu fais juste comme focusser sur la phase lutéale, puis t'as peur. Mais tu sais, de comprendre que toute la phase avant l'ovulation, c'est une période de créativité, puis d'énergie, puis c'est ça, de vraiment comprendre, ça m'aide à me sentir bien, puis à vouloir faire mieux, tu sais. Est-ce que tu dirais que ça te permet de moins juste penser que c'est moi en ce moment, mais de l'inscrire dans un contexte un petit peu plus? Oui. D'avoir de la compassion? Exact. Puis quand j'en parle aux amis garçons maintenant, c'est ça. J'en parle souvent de ces hauts et ces bas-là que vous traversez sont bien réels. T'sais. Je pense qu'on a tendance, entre hommes, à enlever de l'importance à ce que vous vivez parce qu'on se dit que c'est un peu dramatisé par rapport à la réalité. Puis non, ça l'est pas du tout. Ah, vous dites ça entre boys? Je suis pas toujours, là. Mais je veux dire, oui, c'est sûr, parce que ça change des fois complètement la vibe dans la maison, tu sais, à 180 degrés, comme d'une grande joie à comme quelque chose de plus nuageux, puis de plus... c'est d'autres énergies, là. On l'a vécu juste là, il y a comme 2 semaines, tu sais. C'est comme du jour au lendemain on est vraiment, vraiment joyeux à là, ça va plus, là. Ouais. Ça existe, tu sais, en tout cas pour nous. C'est sûr que c'est dur à naviguer parce que quand... C'est comme les cycles de saison, là. C'est exactement... Le parallèle, il est super clair, puis on le redit, mais c'est parce qu'on le ressent dans notre corps, là, quand on aime ça. C'est comme l'été, on est genre « Yeah! C'est le fun, le soleil! » Puis là, il commence à faire plus frais, puis les feuilles tombent, puis on peut résister à cette transition-là, mais sachant qu'elle est nécessaire, puis qu'on pourrait pas maintenir constamment ce rythme-là d'été, ben on dirait que je comprends aussi la tension qui se crée en toi, puis des fois l'appréhension aussi d'être comme « Oh, il y a un switch. » Ouais, c'est ça. Je suis comme, hey, je venais juste de m'acheter plein de camisoles, puis il fait beau, puis je pensais que ça allait durer super longtemps, puis là, non, c'est l'automne. C'est l'automne qui arrive d'un coup. Ouais. Voilà. Puis, je dirais aussi, puis je vais parler pour moi, mais je sens dans les derniers mois, il y a
quelque chose aussi au niveau de, puis c'est lié à ce dont tu viens de parler, mais à l'accueil des émotions, puis à l'expression des émotions, d'une part et d'autre. Tu sais, je pense que c'était plus... L'accent a été peut-être plus mis sur toi qui accueilles mes émotions, justement, parce qu'il y en a beaucoup, puis ils sont très fluctuantes. Mais de ton côté aussi, tu as des émotions, c'est juste que c'est des émotions avec lesquelles je suis un petit peu plus inconfortable, genre la colère. Ce genre d'émotion-là, qui est associé à quelque chose que moi, j'ai eu plus à réprimer dans ma vie, dans mon expérience féminine. Puis je me suis plus approprié ça, là, comme, tu sais, accueille donc mes émotions, mais je me rends compte aussi que tu m'offres un beau miroir de, moi, c'est quoi les émotions avec lesquelles je suis encore inconfortable, puis que j'ai la difficulté à accueillir, puis à laisser être en moi, et pour toi aussi, là. Mais il y a aussi, pour ma part, quelque chose lié à l'expression des émotions, puis je pense que c'est beaucoup lié à, justement, les étiquettes qu'on va mettre sur les émotions, celles qui sont acceptables, qui sont souhaitées, puis celles qui sont genre, pas agréables, plus négatives, puis de faire ce travail-là aussi, de juste les accueillir pour ce qu'elles sont. Puis des fois, je pense qu'on prend... Quand on est dans un couple, tu sais, puis dans un couple un peu plus sur le long terme, puis qu'on habite ensemble, il y a quelque chose dans... On vit dans un écosystème, fait que les émotions de l'autre ont un impact sur l'écosystème en entier, puis des fois, ça nous fait chier. T'es comme tu nommes, genre, wow, c'était l'été, tout le monde était bien heureux. Puis là, elle a vu ces émotions-là, puis ça vient un peu fucker le chien dans notre écosystème. Donc, il y a des fois cette espèce de résistance-là ou de non-accueil qui fait en sorte qu'après ça, ça crée une dynamique entre les deux partenaires. Puis là, ça devient comme, moi, je me sens pas accueillie, donc là, je me sens encore plus frustrée. Puis il y a cette montée-là un peu en épingle qu'à un moment donné, ça nous amène à quelque part que tu fais, ça n'a même pas rapport avec l'émotion initiale. Si on l'avait juste laissé vivre, laissé s'exprimer, hey, ça serait fini depuis belle lurette, là, cette vague-là. Puis je le sens aussi par rapport à notre parentalité, parce que les émotions de nos enfants aussi, des fois, on est tellement inconfortable avec ces émotions-là qu'on aurait le goût qu'elles se passent pas, puis ça nous incommode, mais ça a plus à voir avec nous, notre inconfort par rapport à ces émotions que réellement vouloir la préserver de quelque chose. Tu sais, les enfants, ils veulent vivre leurs émotions aussi. Oui. Tu veux que je bounce? Ben, je me disais bien que tu avais peut-être quelque chose à bouncer, mais peut-être J'en ai pas. plein, mais c'est que ça a tellement été long. Ce que j'ai fait un petit monologue sur les émotions. J'avais des choses à dire au début, mais là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je vais te poser une question, OK? Ça va peut-être plus te relancer. Ben, écoute, je suis pas un spécialiste. Est-ce que pour toi, il y a des émotions qui sont plus difficiles à accueillir que d'autres encore? Tu sais, moi, je parle que c'est la colère que j'ai plus de difficulté à accueillir. Toi, est-ce qu'il y en a une avec qui te déclenche encore, là? Ouais, je pense la peine, la tristesse, là. Depuis longtemps, là, j'ai de la misère à... Ben, tu sais, moi, je nomme que c'est la colère, puis c'est une émotion qui est plus typiquement réprimée chez la femme, puis la peine, qui est l'émotion qui te déclenche en moi, c'est quand même quelque chose aussi qui est un peu plus réprimé dans l'expérience masculine. Là. Je pense que c'est pas anodin, là, comme... Oui, en effet. Non, ça me parlait vraiment beaucoup quand tu as dit ça tantôt. C'est ce qu'on réprime en nous qu'on a le plus de difficulté à accepter chez l'autre. Tu sais. Puis moi, oui, c'est ça, les larmes. Les larmes chez l'autre, c'est comme... C'est intense, c'est vraiment intense, ça devient difficile à gérer. Il y a une partie de moi qui aimerait que ça arrête tout de suite, tu sais. Partie à laquelle je parle de plus en plus puis que je comprends de plus en plus, mais ça reste vraiment vivant. Il faut vraiment que je me parle à chaque fois, comme de réaliser aussi que oui, des fois ça a rapport avec moi, des fois je cause ces larmes-là, mais je veux dire que mon rôle c'est pas d'être bien ou pas bien avec ces larmes-là, c'est juste comme d'être présent à côté quand tu vis ces émotions-là, tu sais. Qu'importe comment moi je me sens avec ces larmes-là, tu sais, je veux dire comme, ben pas qu'importe, idéalement j'aimerais me sentir bien, j'aimerais me sentir en paix, mais d'essayer de juste être une présence rassurante. Je pense que c'est plus dur avec toi qu'avec Claire, mais c'est super dur avec Claire aussi dans ces moments-là, mais je pense que c'est plus simple quand même à comprendre. Parce qu'il y a une partie de moi, avec toi, disons, qui se dit, ben là, t'es une grande fille, là, t'es une adulte, t'es capable de te gérer toi-même, tu sais. Chose que je sais que notre fille peut pas faire, même à ça, des fois, ça arrive que
que ses larmes ou sa peine, comme « OK, ça va », tu sais, ce que nos parents faisaient, là, en tout cas, ce que ma mère faisait, et ce que je vois que beaucoup de parents de notre génération faisaient, tu sais, juste comme ne pas supporter la peine, comme tout va bien, tu sais. Je l'ai vraiment intégré en moi, cette affaire-là, tu sais. Oui, de ne pas vouloir que notre enfant traverse cette émotion-là, donc essayer d'y mettre fin, là. Oui, mais c'est peut-être plus facile quand, tu sais, envers un enfant, tu dis justement, je vais prendre soin d'elle, puis c'est mon rôle comme papa, mais envers moi, qui est une autre adulte, tu penses peut-être que quand il y a de la peine, il faut venir régler ça, tu sais, prendre soin, alors que souvent, quand j'ai de la peine, j'ai juste envie que tu sois dans l'espace avec moi, puis que... Ouais, puis que j'arrête de me défendre, c'est surtout ça. Ouais. C'est surtout comme d'arrêter de me défendre, parce que le premier truc, ce que je veux faire en premier, c'est comme être sûr que moi, je suis correct. Puis là, après 3 minutes, je peux t'écouter, tu sais. Mais ce qu'on comprend, c'est que si dans les 5 premières secondes, je suis pas disponible pour bien t'écouter, ben ça dure 1 heure plutôt que 10 secondes, ce moment-là, tu sais. Est-ce que tu penses que ça aiderait? Puis là, on brainstorm ensemble. Là, on n'en a jamais parlé parce que ça, c'est dans nos conversations quand même, là, l'accueil des émotions, puis dans les premiers instants, quand l'émotion, elle est exprimée d'une personne. Je pense que moi, puis c'est un processus qui est majoritairement inconscient, là, puis automatisé, je vais observer ta réaction pour voir comme est-ce que je suis en sécurité d'exprimer cette émotion-là? Est-ce qu'elle est légitime? Tu sais, je vais regarder un peu ton reflet. Je suis pas toute seule dans mon bain à brailler. Réponse non, tu n'es pas en sécurité, ce n'est pas légitime. Ben c'est souvent, vu que c'est ma croyance que j'ai intégrée, que les émotions, c'est parce que comment mes parents ont géré ça, comment la société aussi a voulu un peu réprimer les écarts émotifs, là. Je cherche souvent cette confirmation-là que c'est pas correct de vivre des émotions, et je te dirais que souvent je la trouve en te regardant. Donc c'est ça qui arrive souvent, puis je pense ayant pris conscience de ça, puis ayant regardé des contenus et s'ayant éduqué sur le sujet, on a pris conscience, puis on se l'est nommé aussi que c'était super important, puis c'est un défi, là. Ça reste dur, là. Ça reste dur, on l'a vécu là. en fin de semaine, ça reste vraiment dur de pas vouloir réajuster ce qui est dit, tu sais. Parce que quand on a de la peine, là, on va nommer pourquoi on a de la peine, puis parfois, en tout cas moi, quand je l'entends, des fois, je suis comme, hey, c'est pas ça du tout qui se passe, c'est pas ce que je voulais, ou c'est pas l'intention, Puis donc, aussitôt que il y a une volonté de se défendre ou de venir contextualiser ou juste expliquer, ça crée pas l'espace pour être présent, pour supporter, tu sais. Mais c'est dur, là. Dans l'épisode avec Alexandra Picard-Sioui, elle aurait dit une phrase qui me touche vraiment beaucoup, puis on en avait déjà parlé au niveau des excuses, comment, quand il y a un conflit, naviguer ça, puis tu sais, de répondre quand quelqu'un a la vulnérabilité de dire « je suis blessée, j'ai de la peine » ou peu importe, « je suis fâchée pour telle raison », répondre « c'était pas mon intention ». C'est comme, on dirait que c'est encore, ça vient exacerber le sentiment, c'est comme, mais je comprends, il y a personne qui a une intention, sauf à de très rares reprises, là, malveillante, tu sais, de blesser quelqu'un, mais il y a une différence entre intention et impact chez l'autre, puis je pense que pour offrir un espace d'écoute, c'est d'être capable de se détacher de ça. Puis après ça, peut-être clarifier notre intention, mais comme commençons par accueillir puis à reconnaître l'impact de nos gestes, même si c'était pas notre intention, mais je pense que c'est un bon rappel, tu sais, de se dire, l'intention n'annule pas l'impact. En effet. En tout cas, on parlait de la colère, puis par rapport à notre fille, là, je veux parler de mon expérience par rapport à la colère chez notre enfant. On l'a vécu, genre, il y a 2 jours avec Claire, elle et moi, elle était... Le sujet n'est pas important, là, elle voulait écouter une playlist, je voulais en écouter une autre. On essayait de trouver un compromis, ça ne tentait pas de faire le compromis. Fait que là, elle a juste quitté la salle de bain. Elle a quitté, là. Elle a pas claqué la porte, mais tu sais, elle a dit « Arr! » Puis là, elle a fermé la porte, puis elle est partie, tu sais. Puis là, moi, j'ai ouvert la porte, puis j'ai haussé le ton, puis j'étais comme « Claire, reviens ici. » Puis là, je lui ai parlé, j'ai dit « Ben là, ça, c'est de l'attitude. » Puis là, en parlant avec elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé tellement sage, puis j'ai fait comme « Merci de me le nommer. » Mais elle m'a dit « Je te faisais pas de l'attitude, j'étais en colère. » J'étais comme « Ben oui, c'est ça. T'as juste agi en fonction de l'émotion que t'étais en train de vivre. » Puis elle a choisi une façon
de l'exprimer, de la sortir dans son corps qui me faisait pas de mal. Je veux dire, elle m'a pas tapé, elle a pas brisé un objet, elle a juste quitté la pièce. Puis là, j'étais comme, mais qui suis-je pour lui dire de pas faire ça? Je suis en train de, sans le vouloir, un peu reproduire ce que j'ai vécu puis que j'ai pas envie de reproduire. Puis ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça aussi, de comment je mettais une étiquette négative. Puis je l'ai trouvé tellement bonne de juste le nommer. Genre, j'ai agi comme ça parce que j'étais en colère. Puis j'étais comme... Ben oui, merci de me l'enseigner. Puis ça m'a demandé de l'humilité parentale là, à ce moment-là, mais j'étais comme, hey, je m'excuse, c'était pas de l'attitude, c'était sincèrement de la colère. Puis t'avais bien le droit de faire ça. C'est le meilleur feeling, je trouve, quand on est humble dans ce qui nous partage. En tout cas, pour moi, là, je me sens tellement bien là, la seconde d'après. Là. Il y a une petite crispation dans mon corps avant, comme de vouloir m'excuser pour vrai ou de vraiment être là, mais aussitôt après, la récompense est tellement grande, puis la connexion est tellement plus belle quand je fais juste réaliser qu'elle a vraiment raison, souvent, tu sais. Ouais. Puis que j'y laisse pas le temps d'exprimer toutes ses pensées ou de vraiment les comprendre, tu sais. Mais que j'essaie de fermer la situation rapidement, j'essaie comme d'avoir raison, tu sais, puis je laisse pas de place, puis là, de plus en plus, elle s'affirme, puis elle s'affirme bien, tu sais. Oui, bien, elle va avoir 7 ans, là, fait que ça change tout, on est dans quelque chose, dans un raisonnement qui est plus complexe, il y a des nuances morales, émotives qui sortent d'elle, que je suis comme... Wow, ça change, puis effectivement... Ouais. Mais il y en avait plein avant aussi, quand elle n'était pas capable de les nommer, tu sais. Puis je me rends compte que pendant un bon moment, j'y ai pas laissé assez d'espace pour les vivre ou pour les nommer différemment, tu sais. Là. Parce que si c'est pas avec des mots, ça va être avec un comportement, avec une action, tu sais. Puis je pense que si on a un autre enfant, ça va être différent. Oui. Je pense aussi. Je pense qu'on est vraiment pas les mêmes parents qu'on l'était au départ, là. Merci à Claire d'être notre enseignante de stage avancé. J'avais le goût qu'on parle un petit peu de charge mentale. On en a comme un peu parlé ce matin ensemble, puis c'est quelque chose quand même qui prend beaucoup de place dans les couples, dans nos conversations, qui sont source de beaucoup de conflits là, entre nous et de façon générale, j'ai l'impression, dans le couple. On a, dans les choses qui ont changé ces derniers temps, on a ajusté quand même notre façon de fonctionner puis de gérer la charge au sein de notre maisonnée. Qu'est-ce qu'on a changé? Toi, tu fais rien, moi, je fais tout. Je pense que c'est ça qu'on a changé. T'es devenu mon esclave. Ouais, c'est ça qu'on a changé, non? Non, pour vrai, on a parlé de ce qui nous rendait le plus tendu dans les tâches, je pense, ou ce dans le quoi on était le plus efficace, moins efficace. Puis on a fait des petits changements, là. Reste qu'après ça, ça change à travers les saisons, là, les tâches ménagères et ce qu'on a à faire sur le terrain versus l'hiver, c'est seulement à l'intérieur. Mais donc là, moi, je m'occupe du lavage à 100% et toi, tu t'occupes des repas à 100%. Ouais. Et ça nous rend très heureux. Hey, on est tellement heureux là-dedans. J'aurais jamais pensé que cet ajustement-là pouvait avoir un aussi gros impact. À la base, je suis tellement un mauvais cuisinier qu'un repas sur 2, ça te rendait malheureuse. Et aussi qu'au niveau de la gestion logistique des repas, ça allait pas du tout. Là. Tu sais, toi, tu irais à l'épicerie à chaque jour. Je pense. À chaque repas. À chaque repas. En fait, 3 fois par jour, il serait à l'épicerie. Mais c'est aussi la planification que tu as un petit peu moins. Puis quand tu allais à l'épicerie, je pense des fois, tu m'appelais 4 fois. Là, fait à un moment donné aussi, c'était comme, moi, ça amplifiait ma charge mentale. Puis toi, tu voulais t'impliquer dans cette partie-là de la tâche, mais finalement, ça m'allégeait pas ma charge cognitive par rapport au repas. Fait qu'on est juste venu à ce constat-là. Puis moi, je suis pas très bonne pour faire du lavage. Là. J'ai beaucoup scrappé de tes chandails, qui sont devenus mes chandails, donc je suis contente pour ça. Mais toi, tu vivais de la frustration. Moi, j'haïs ça, faire du lavage. J'ai aucun plaisir. Je pense pas qu'il y a personnes qui ont du plaisir avec le lavage, mais toi, ça t'indiffère un petit peu plus. J'aime ça. C'est une belle activité. C'est un petit moment de méditation, quand même. C'est ça. Puis moi, sachant que ça me créait ça à l'intérieur, puis que toi, ben c'était comme quelque chose dans quoi tu n'étais pas tout à fait à l'aise, la cuisine. On s'est séparé ça, puis moi, je suis tellement contente de ne plus avoir à penser au lavage. Là, je pense à la cuisine, puis je suis comme bien avec ça. Fait qu'il y avait cette résistance-là au départ
par souci d'équité, qu'on soit impliqué dans tout, mais de se rendre compte que ça servait à personne, puis de s'alléger le fardeau. Je pense que c'est presque plus ça, parce que souvent dans les couples, tu sais, on avait cette discussion-là au sein de notre couple aussi, tu sais, t'étais comme, mais j'en fais plein de tâches. Puis là, j'étais comme, oui, mais c'est pas tant les quantités de tâches, c'est la charge et l'organisation. Fait que c'est comme, est-ce qu'on peut vraiment fermer certains dossiers puis faire en sorte que ceux-là, j'ai même pas à jeter mon regard dessus et vice-versa, de pas être tout le temps les yeux sur tout simultanément. Pour moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup allégé cognitivement. Moins de décisions à prendre. C'est pas qu'il y a des grandes décisions au niveau du lavage, mais quand même, là, il y a certaines choses. Mais par rapport... Genre, classer les couleurs, ça serait une décision. Est-ce que ce chandail-là, on le met à la sécheuse et on le reporte plus jamais, oui ou non? C'est ça la question. Mais tu vois, c'est ça. Ça a juste comme allégé d'une part et d'autre, puis de se rendre compte que c'est ça, il y a cet espace-là aussi qu'on peut se dégager en communiquant réellement ce qui se passe pour nous, plutôt que d'être dans les concepts de l'équité au sein du couple, puis qui devrait faire quoi, puis qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, de vraiment aussi aller avec qu'est-ce qui est plus facile pour nous. Ouais, qu'est-ce qui est plus agréable. Ouais, aussi. En effet, c'est ça. Mais je pense pas que tous les couples sont dans cette zone-là d'équité, d'injustice, tout ça, peut-être, tu sais, mais nous, c'était quand même très présent, puis c'est ça, en effet, ça a été un très mauvais moteur, là. Le souci d'équité. Ouais, parce que l'équité, c'est pas toujours équitable. Je veux dire, le charge pour charge. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a eu des changements au niveau de l'organisation de la maisonnée, ce qui a allégé notre charge mentale et qui, je pense, nous donne plus d'espace pour, justement, se sentir vivant, cultiver les choses qu'on a envie de cultiver, puis de s'offrir aussi un petit peu plus de présence mutuelle. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit dans les questions, puis je trouvais ça vraiment beau. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir seul en couple? Puis ça, c'est quand même un grand paradoxe, des fois, de partager, de faire vie commune avec quelqu'un, puis de quand même sentir qu'il n'y a pas cette connexion-là qu'on recherche. Puis j'avais envie que tu m'en parles. Je voulais savoir, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent, ce paradoxe-là de se sentir seul? Ben oui, absolument. Absolument. Je pense quand on vit des périodes de stress là, avec notre travail, ça part souvent de là. Comme je m'isole un peu ou toi tu t'isoles, puis finalement on crée une loupe où on n'est pas présent l'un avec l'autre, comme. Puis là, finalement, quand on le redevient parce qu'il y a un peu moins de travail, ben on a perdu cette connexion-là, puis on n'est pas si présent mentalement non plus. Tu sais, puis en plus, étant donné que tu travailles de la maison, puis que moi aussi je travaille de la maison, ça accentue ça, je trouve, tu sais. Moi, je suis seule en bas, puis toi, toute la journée, t'es dans ton bureau, puis finalement, je m'en vais chercher Claire, je reviens, tu fais le souper, zing, 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 la routine, comme tout le monde, puis on n'a pas le temps de se parler. Ça serait presque moins difficile, je pense, de traverser ces périodes-là si on n'était pas physiquement dans le même espace. Tu sais, là, vu qu'on est dans le même espace physique, mais qu'on n'est pas dans le même espace mental, on est complètement ailleurs, on n'est pas connecté, on dirait que ça le met justement, comme tu dis, encore plus en relief, ça l'accentue, puis c'est encore plus souffrant. Puis je pense que ça arrive aussi dans les couples de façon générale, là, de ce que tu décris, là, de se côtoyer, de se croiser, de se partager des tâches, d'avoir des conversations de gestionnaire de famille, mais de pas avoir beaucoup d'espace pour le couple. Puis cultiver la connexion, c'est quand même quelque chose qui demande un travail, qui demande une certaine forme de... C'est pas sexy de dire ça, mais genre une discipline, là. Puis, comme se reposer, t'es quand même meilleur que moi là-dessus, de rappeler l'importance de ça, puis que c'est la fondation, puis c'est le moteur de notre famille. Tu sais, c'est pas juste la logistique, là, est-ce qu'il y a de l'amour en dessous de ça? Puis il y en a toujours de l'amour, là, même quand on n'est pas connecté, mais si on n'a pas cette complicité-là qui nous propulse pour le reste, ça devient un petit peu vide, là. Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à mettre là. Je vois plein d'autres couples qui s'offrent ces moments-là, tu sais. Puis je les trouve vraiment bons. Je les trouve vraiment bons parce que c'est pas si simple que ça à faire. D'aménager du temps, de l'espace, des moments. Puis après, de vivre aussi, disons, des voyages sans l'enfant. C'est comme, je trouve ça chouette, mais en même temps,
il y a une partie de moi qui a vraiment pas envie de partir sans Claire parce que j'adore ça, voyager avec elle, puis j'ai envie d'être avec elle tous les jours. Mais je comprends l'importance de cultiver notre amour puis notre connexion, mais je trouve ça difficile à accomplir. Mm-hmm. On veut tellement offrir à notre fille, puis on veut tellement cultiver notre lien d'attachement avec elle, puis ça prend beaucoup de place dans notre couple. Puis aussi, on a eu notre fille, ça faisait, quand j'ai accouché, mettons, ça faisait plus comme presque 2 ans qu'on est ensemble, mais tu sais, quand je suis tombée enceinte, ça faisait 1 an qu'on était un couple, donc la majorité de notre couple, on a été parents, tu sais, fait que c'est quand même une donnée qui est très, très omniprésente dans notre dynamique, puis des fois, on dirait que ça me semble tellement loin, l'époque où on était genre 2 jeunes fous au Japon, là, comme c'est tellement loin, puis en même temps, je suis aussi tellement comblée par notre vie de famille, puis c'est sûr que c'est difficile d'aménager ces espaces-là quand on n'a pas de village, là. Je pense que c'est un des grands constats qu'on fait depuis les dernières années, de se rendre compte que c'est ça, on a besoin d'un village pour être capable de pouvoir offrir de la présence à toutes ces sphères-là simultanément. Faire ça quand on est juste une équipe de 2. Et à soi-même aussi. Oui, là, en plus, oui. Parce que c'est ça, si tu prends pas le temps de te l'offrir à toi, ça va être difficile de me l'offrir à moi aussi, tu sais. Ça, c'est quelque chose quand même qu'on a bien compris. Moi, j'étais comme, j'ai besoin de prendre un bain tout seul, puis j'ai besoin d'être toute seule avant de pouvoir être avec toi, tu sais. Si ça, c'est pas rempli, t'offrir de la présence, ça sera pas... c'est pas accessible pour moi. J'ai entendu un neuropsychiatre qui a écrit un livre qui s'appelle « Quand on tombe en amour, on se relève attaché ». Là, ça a l'air un peu bizarre dit de même, mais en fait, il parle du sentiment amoureux, de l'état d'être en amour. Puis la question, c'est est-ce qu'on peut demeurer amoureux dans une relation à long terme? Puis c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ce qu'il dit, c'est que la phase où on tombe en amour, là, ce qui est le début d'un couple, là, puis qui peut durer, des fois, ça dure vraiment pas longtemps, des fois, ça peut durer quand même, perdurer sur certaines années, mais c'est comme un peu un état anormal pour le cerveau. Il y a plein de biais qui font en sorte qu'on ne remarque pas qu'on a froid, on ne remarque pas qu'on a faim, on est vraiment absorbé envers l'autre, puis c'est super, puis je veux dire, c'est merveilleux vivre cet état-là, mais que on peut pas avoir espoir que le sentiment amoureux, ça se maintienne sur des années. Tu sais, ce qu'on souhaite, idéalement, c'est de cultiver l'attachement, et qu'on soit dans une relation où il y a un attachement qui est sécurisant, qui a une proximité et qui a aussi une autonomie qui soit favorisée. Puis parce que le sentiment amoureux, ça cherche la fusion, là, on le sait, on peut se rappeler nos débuts, tu sais. Il y a quand même cette affaire-là de genre, je veux tout le temps être avec la personne, comme on est habité par ce sentiment-là. Puis il parlait aussi de comment on peut tomber amoureux de quelqu'un sans jamais être attaché, puis on peut être attaché à des personnes sans avoir été amoureux, amoureuse, mais l'idéal, c'est quand on peut transformer le sentiment amoureux en attachement, puis ça n'exclut pas d'avoir des moments où on se sent amoureux dans la relation à long terme, mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est comme, OK, là, on est dans l'attachement, ça, on sait qu'on est en sécurité, puis c'est ça qu'on recherche, et des fois, c'est de venir comme rééveiller ce sentiment amoureux-là, puis ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Des fois, on a une phase, on retombe en amour avec l'autre personne, puis je trouve que c'est une belle façon de le voir aussi, des petites effervescences de sentiments amoureux qui viennent ponctuer. Mais moi, on dirait que ça me permet aussi de revoir mes attentes, des fois, qui sont un peu idéalistes et romancées par rapport à l'amour. Il faudrait avoir des papillons tous les jours. C'est ça, en voyant l'autre, tu sais. Je t'ai quand même fait caca dans les mains en accouchant, là. Je l'ai gardé, d'ailleurs. Je trouve ça vraiment beau aussi, ces moments-là où on retombe amoureux, où je te regarde avec tellement d'amour, tellement de désir. Puis j'ai pas besoin que ce soit là, en effet, comme 24/24, c'est pas réaliste, t'sais. Puis avec notre fille, tu sais aussi, c'est ça, d'être aussi amoureux de la maman que t'es, des interventions que tu fais avec, de comment tu joues avec, de comment vous riez ensemble, tu sais. Ça amène toute une autre dimension à cet amour-là. Je trouve ça vraiment beau aussi. C'est pas là toujours. Des fois, tu me gosses, tu sais. Impossible. C'est sûr que je te gosse pas. Je suis la personne la plus agréable. Ouais.
aucun mot ne seront rajoutés sur cette affirmation. Tu sais, pour rallumer l'amour, des fois, je me rends compte que tu es très contemplatif là, dans la vie, mais de remarquer les choses, de prendre un temps pour regarder un détail chez l'autre ou d'être à l'écoute du thème de sa voix ou peu importe. J'en ai parlé, je pense, dans un autre épisode, mais il y a Valerie Kaur qui a écrit un livre sur l'amour, comme outil un peu de révolution, mais de plein de choses. Puis comment est-ce que quand on ressent pas l'amour, parce que c'est vrai que des fois, c'est comme il y a juste pas accès, on dirait que c'est pas là, la valve est pas ouverte parce qu'on est pogné dans notre mental ou on vit des choses qui nous stressent ou il y a de la colère, peu importe. Et des fois, je le vis aussi avec Claire, tu sais, des fois, je veux dire, les enfants, des fois, ils ont des journées, je sais pas ce qu'ils ont mangé, mais comme, c'est pas toujours agréable, là. Il y a des journées que c'est ça. On dirait qu'on est genre, hip là! de remettre l'attention sur les trucs que t'aimes. Oui, ou de juste prendre le temps d'écouter le son de sa voix, ou je regarde ses yeux, ou je la regarde dessiner, puis des fois, elle le sait maintenant, là, Claire, je sais pas si tu as entendu cette intervention-là, mais des fois, quand je me sens impatiente ou gossée par quelque chose, je fais juste respirer, puis je la regarde dans les yeux. Puis là, comme, elle comprend ça maintenant aussi. Je lui dis que j'ai besoin qu'on soit présente ensemble quelques secondes. Puis ça change tout. Ça, moi, je sais que ça... En tout cas, petite piste. On parlait, bon, de l'amour, puis de l'attachement, puis le couple, puis tout ça. Là, c'est le bout où je vais sonner comme une chroniqueuse culturelle, là, mais dans ton dernier album, qui sort le 14 mars, dépendamment de quand les gens vont écouter cet épisode, mais ça sort là de façon imminente. Oui. Tout ce que l'aube promet. C'est quand même un thème qui est présent, j'ai remarqué dans tes chansons. Là, je les ai toutes entendues maintes et maintes fois, mais là, je me suis vraiment attardée au texte dans les derniers jours. Je suis allée lire le petit livret. Puis c'est quand même aussi c'est un thème qui revient de l'amour qui grandit, le long terme un petit peu plus. Puis comparativement à tes autres albums, je trouve qu'il y a vraiment un gros switch parce que tu parles d'amour là, depuis le tout début dans tes albums, mais là, il y a vraiment une nouvelle façon d'en parler. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de regarder ça, comment ta façon de voir l'amour ou d'en parler a évolué. Ben, ça a évolué avec ma vie, là. Je pense que c'est rendu un peu... ça serait un peu niaiseux de parler de coup de foudre, là, en ce moment, tu sais, puis ou en tout cas, tu serais inquiète, là, ça, c'est sûr. Ben, je l'ai quand même un petit peu été... mettons qu'on remet en contexte le dernier album de chansons, en fait, qui était sorti, Chemin sauvage, c'était quoi, en 2019? 2019. Ouais. Ça parlait de ça quand même, de coups de foudre, puis de bars, puis pas que ça, mais il y avait quand même plusieurs chansons là-dessus, puis alors qu'on était parents d'un bébé de genre 1 an et demi. Mais j'écrivais tous les textes avec d'autres gens qui, eux, vivaient ça, mais en effet, il y avait pas de lien, tu sais. Je me sentais pas près de ces textes-là, je me sentais pas... relié émotionnellement à rien de ça, tu sais. Puis là, j'avais envie de chanter ce qui se passe pour vrai, mais malgré tout, tu sais, le texte de « Tout est à retenter », je l'ai quand même commencé quand on était à Hawaï ensemble. T'étais enceinte comme de 3 mois de Claire. Puis c'est un texte qui parlait de durer dans l'amour, tu sais, alors qu'on était à nos débuts, tu sais. Mais qui était comme plus un fantasme ou un rêve ou une volonté ou une prémonition, disons. C'est comme... Puis à ce moment-là, parce que un des textes, une des chansons de l'album était prête en 2019, mais ça avait pas de sens non plus de chanter ça pour moi, tu sais. Chanter l'amour qui dure autant parce que je l'avais jamais vécu. Mais pourtant, j'étais en train de l'écrire avant même de le vivre, t'sais. Fait que je trouve ça beau parce que ça a toujours été une volonté de vivre l'amour longtemps avec, tu sais, les deux, on a des parents divorcés. Puis bon, ça fait pas... Ils ont quand même été ensemble 22 ans, là, on n'est pas rendu là, je nous le souhaite. Mais tu sais, j'ai envie de... Puis pas de réussir ou versus échec, tu sais, juste comme... J'ai envie de vivre cette aventure-là, de l'amour qui dure, puis j'ai envie de la chanter, je trouve ça beau. Je trouve que c'est pas super valorisé ou mis en lumière, tu sais, dans le monde non plus, comme... Parce que c'est justement, c'est pas ça, les papillons, c'est pas là où on a le gros rush d'hormones, puis... Mais, mon Dieu, que c'est riche, tu sais. Puis de chanter ça, je trouve comme... J'offre ce qu'il y a de plus beau en moi, en ce moment, en chantant ça. C'est mon regard face à l'amour qui dure, tu sais, avec les défis, avec tout. Mais c'est vrai que dans la culture populaire, c'est pas quelque chose qui est souvent chanté.
On dirait, tu sais, j'aime vraiment, tu mets beaucoup Sabrina Carpenter en ce moment, puis autant j'aime la musique, quand j'écoute les paroles, là, c'est du drama de genre, de triangle amoureux, puis on dirait que je suis tellement plus là dans ma vie que j'ai la difficulté à apprécier cette musique-là parce que c'est pas là où je suis, puis on dirait que c'est effectivement peut-être pas quelque chose qui est très, très valorisé à notre époque, la monogamie, puis les couples qui durent, puis c'est comme si il y avait une désillusion par rapport à la structure qui est le couple, là, tu sais, qui, on sait, a été au service de plutôt gérer des familles, là, puis des patrimoines, que vraiment le fruit de quelque chose qui est un besoin humain, mais on a tout le monde besoin d'attachement. Est-ce que ça doit passer au niveau d'un couple monogame? Peut-être pas, mais d'utiliser la structure du couple monogame pour aller toucher à ces choses-là, je pense que c'est beau aussi. Puis tu sais, quand même, il reste beaucoup de couples, là, quand même. Oui, c'est ce que je vois. Le couple n'est pas mort. Là, le couple n'est pas mort. Il va en avoir encore, puis il y en a encore. Je trouve, puis là, je vais faire un gros statement ici, là. Puis je te l'ai dit déjà, puis je le pense, fait que je le dis pas seulement parce que c'est le podcast, mais... Que je suis un être formidable. Oui, ça, je te le dis tous les jours. Tu te réveilles, c'est la première phrase que je te murmure à l'oreille. Je trouve que c'est ton meilleur album à date. Vraiment. Autant au niveau de la musique que des textes. Puis je trouve que c'est l'album, en tout cas, qui est... Parce que je te côtoie, puis je vois qui tu es au quotidien, je trouve que c'est l'album qui te ressemble le plus, où tu es pleinement assumé dans tes décisions créatives. Puis c'est ça. Je trouve que c'est vraiment ton meilleur album. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ou t'es comme... Pour moi, c'est un album 5 étoiles. 5 étoiles. Ouais, pour moi, c'est un album 5 étoiles. Ouais, je suis d'accord. Puis j'ai quand même ce petit recul. Tu sais, quand j'ai sorti Chemin sauvage, je savais que c'était pas mon meilleur album. Là, donc, je suis pas aveuglé à chaque la album nouveauté. de dire comme c'est mon meilleur. Ouais. Mais... Après ça, c'est tellement subjectif. Je pense juste que c'est celui qui me ressemble le plus, puis avec lequel j'ai pas fait de compromis. Puis je pense que c'est ça, quand on fait pas de compromis, ça rend heureux aussi, puis on aime encore plus chaque pièce, chaque phrase. On a passé des heures là, sur une ligne des fois, tu sais, avec Maxime Leflaguet, qui est venu m'aider sur quelques chansons, à vraiment chercher... C'est ça, l'idée parfaite, tu sais, même si on aurait pu écrire 15 phrases différentes, mais il y a un réel travail, puis il y a un truc d'artisan dans celui-là que peut-être je faisais moins avant. Je prenais moins mon métier au sérieux. Là, j'ai envie d'honorer ce métier-là. Je trouve ça vraiment beau, je trouve ça riche. J'ai envie de chérir cette chance-là, tu sais, de faire de la musique, qui est une maison de disques qui me donne les sous pour créer ma musique, pour l'enregistrer avec des musiciens incroyables, pour la mettre dans le monde. Je trouve que j'ai une grande chance que je n'aurais plus beaucoup avant. Ouais, je t'ai vu avec Maxime sur la table de la cuisine, là, jaser de la même phrase dans Comme la mer, là, puis à un moment donné, j'étais comme, ils vont-tu aboutir, les boys? Pas besoin de revirer tous les mots du dictionnaire, là. Mais je trouve ça beau, ouais, d'être allé vraiment au bout, puis d'être consacré, puis le mot artisan, je pense qu'il est juste, là, de se questionner, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dire? Est-ce que c'est la plus belle image? Puis Comme la mer, je pense que c'est une des chansons que t'as pris le plus de temps pour écrire, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, Comme la mer, pour toi? Elle raconte les débuts très rapidement qui s'en vont vers le temps qui passe avec l'amour. Dans ma vérité en ce moment, de cette volonté-là de voir l'amour pour ce qu'il est au complet, pas juste dans les ondes de lumière, tu sais. Donc, d'arrêter de chercher juste ce qui brille, puis de commencer aussi à prendre soin de ce qui est sombre, de ce qui est difficile, puis de réaliser que c'est ça aussi l'amour, tu sais. Que c'est beaucoup plus fort quand ça inclut toutes les ondes que quand ça cherche juste la couleur puis la lumière. Oui, ce qui fait que peut-être on passe d'une relation à l'autre. Là, on cherche le beau, le brillant, qui nous fait vivre des émotions intenses. Puis une fois que ça nous amène dans quelque chose qui est peut-être moins
moins dans le cliquetis des paillettes. Ouais. On est genre, oups, ça me tente peut-être un petit peu moins. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça à maintes et maintes reprises, mais il y a tellement de belles phrases dans cette chanson-là qui est « Je n'ai plus peur de voir ma noirceur en toi ». Mhm. Je pense que ça dit tout, là. Ouais, exact. Puis tu sais, maintenant ça dit, tandis que moi plongé au fond de tes grands yeux, je découvre amoureux que tout est dangereux. Mais avant, au début, j'étais quand même dans cette idée-là de lumière peut-être, ou de pas être dans la vérité complètement. Puis ma phrase, c'était pas que tout est dangereux, c'était que plus rien n'est dangereux. C'était ça au début. Puis finalement, Max était ici, puis là, on parlait de l'amour, on parlait des défis, mon Dieu, puis il était comme, hey, c'est pas vrai, man, qu'il y a rien de dangereux. J'étais comme, ah, t'as tellement raison, man. Tout est dangereux. C'est vrai, tout est dangereux. OK, ouais, c'est ça la vérité. Parce que c'est dur d'être amoureux, là. C'est magnifique, mais le travail que ça demande sur soi, puis cette peur-là aussi, tu sais, que tout s'arrête, elle existe, tu sais. Elle existe comme parfois, cette peur que l'autre trouve mieux, que l'autre ait juste plus envie, que l'autre se fatigue, que l'autre, tu sais, comme juste que la vie arrive. Donc, de se rappeler, pas que c'est dangereux pour être dans un état d'esprit anxieux, mais juste comme qu'on doit chérir ça. Ben, Annie Pelletier, elle le dit, hein, « La vie est un sport dangereux ». Merci. Il y a une chanson qui m'a fait beaucoup, beaucoup pleurer quand je l'ai entendue la première fois. Mm-hmm. Est-ce que tu te rappelles, c'est laquelle? Ouais, c'est Who Let the Dogs Out. Ça, là, à chaque fois, je verse une petite larme. Même des miennes? Dans les tiennes. Ah, dans les miennes. C'est Veiller les oiseaux. Ouais. Mm-hmm. Ça parle de ton père? Ou en tout cas, c'est infusé de la présence de ton père. Je sais pas comment le nommer, mais ouais. Peux-tu nous raconter comment cette chanson-là, elle est née? En fait, c'est une chanson qui est arrivée, comme on s'imagine que ça fonctionne là, dans le meilleur des mondes. Je l'ai juste reçue. J'ai juste été comme le canal. Tu l'as channelé. Je l'ai channelé. J'ai pris une petite microdose de champignons, puis je me suis juste assis au piano, puis j'ai regardé les montagnes. Puis la chanson est arrivée. En fait, mon père était en CHSLD depuis 1 an et demi. Il faisait de la démence vraiment avancée, Parkinson très avancé. Donc, il n'y avait plus beaucoup de moments de lucidité. Pratiquement plus, en fait. Sauf les je t'aime qu'il me donnait. Donc, j'étais quand même vraiment submergé par cette réalité-là. Puis la chanson est arrivée un peu prémonitoire aussi, je réalise. J'écrivais pour une présence qui était comme celle idéalisée de mon père, un peu. Mais c'était plus comme l'âme de mon père, disons, que juste mon père, tu sais. Ouais. Peut-être de ce qui était réellement, tu sais, que j'ai pas vu dans ma vie parce qu'il était dans son métier, puis il était dans son rôle de papa, puis il était dans tout ce qu'il n'a pas pu être parce que son père l'a pas laissé être ce qu'il voulait être. T'sais. Mais bref, c'est juste tout arrivé, une phrase après l'autre, ça m'a pris comme 1 heure, la chanson était finie, puis après, une fois qu'il est mort, j'ai vraiment réalisé comment j'aurais pas pu écrire quelque chose de plus vrai, comme... Même si je l'avais écrit le lendemain de sa mort, disons, comment tout ça se passait aussi, comment les derniers moments où je me perdais dans ses yeux, comme dans les 5 derniers jours où on le veillait, tu sais, il était plus conscient, mais il avait les yeux ouverts pendant ces 5 jours-là. Puis ça va là aussi dans la chanson, tout ce que je voyais dans ces yeux-là, comme j'en parle dans la chanson. Je sais pas, c'est ça. On dirait que je suis allé dans la plus belle zone, puis on dirait qu'il a fallu que ce soit avant, parce qu'après ça, je pouvais plus l'écrire, tu sais. Mm-hmm. C'était comme... C'est ça, c'est vraiment ma chanson préférée. C'est vrai? Ouais. Ah, j'aurais pensé que c'était comme la mère, vu que t'as vraiment bûché dessus, mais moi, c'est ma préférée aussi. Mm-hmm. Non, c'est celle-là. Elle, comme... Elle n'est que vérité, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis j'adore quand Max vient avec moi sur les textes, mais celle-ci, je l'ai fait entièrement seule, puis il y a comme une vulnérabilité à laquelle je touche jamais, pratiquement.
Ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai été autant émue quand je l'ai entendu, parce que, ben, pour les gens qui se demandent ça a l'air de quoi, vivre avec quelqu'un qui compose de la musique, puis un artiste, tu sais, t'as souvent un flash, tu t'en vas au piano, tu sais, on ramasse des petits bouts comme ça, puis tu finis par créer tes chansons. Puis celle-là, je l'avais un petit peu entendue, mais j'avais surtout lu le texte, puis après ça, quand je t'ai entendu l'interpréter, on dirait que il y avait tellement de vérité pure, là, pas pure, je pense que plus brute, la vérité brute que ce que j'avais jamais entendu dans ta façon d'interpréter, puis avec le texte, puis sachant comment cette chanson-là, elle était née, on dirait que c'était comme... Puis je pense que même les gens qui connaissent pas cette histoire-là vont le ressentir en l'écoutant, parce que c'est comme si c'était... Puis bon, on s'excuse plus d'être wou-wou, là, au podcast de l'École de la vie, mais c'est comme si, au-delà des mots puis tout ça, il y a une fréquence, il y a comme quelque chose qui se ressent dans la connexion âme à âme que tu as ressenti peut-être avec l'âme de ton père, à laquelle tu n'avais peut-être pas tout à fait accès quand il était justement dans son rôle de papa, mais aussi après ça, prisonnier d'un corps puis d'un cerveau qui lui permettait plus de t'offrir cette présence-là, tu sais. Puis on le sent, ça, je trouve, à travers. Puis c'est très poétique, là. T'es pas en train de dire dans tes yeux, puis ton fauteuil roulant, là. C'est pas ça, la chanson. Mais il y a quelque chose où on sent la vérité qui transcende comme toutes nos conditions d'humains, là. Je suis content qu'elle te touche. C'est vraiment beau. Tu faisais juste en parler, puis j'avais encore le goût de pleurer. Mais là, ça t'aurait rendu mal à l'aise, parce que c'est la peine, puis en tout cas... J'aurais été en colère. Là, en fait, ça aurait monté en loop, puis on aurait quitté ce podcast de façon fracassante. Comment... Tu sais, tu parles du processus, la création, puis c'est dans les questions que certaines personnes ont posées, puis je trouvais ça intéressant. Comment est-ce que tu vois l'acte de créer de l'art, puis comment tu arrives à rester connecté à ta créativité dans le contexte actuel du monde, tu sais, qui est pas évident, qui est un peu anxiogène, qui est un peu terrorisant quand on se met à y penser, puis en même temps, on peut complètement cultiver un autre narratif puis être dans complètement autre chose. Là. On peut vraiment vivre simultanément différentes choses là, sur cette planète présentement, mais moi, j'ai été un petit peu plus dans ressentir cet égrégore-là ces derniers temps. On dirait qu'on vit tellement dans une bulle à côté, on cultive complètement un autre mode de vie de par où on est géographiquement, puis les choix qu'on fait aussi dans notre vie. Fait qu'on le ressent pas toujours. Puis moi, je me rends compte que je l'ai beaucoup bypassé dans les dernières années, tu sais, depuis, je dirais même la pandémie, là, comme on dirait que me connecter à l'actualité ou de vraiment me tenir au courant, j'avais pas envie. Puis là, on dirait qu'il y a quelque chose qui me disait, mais il faut aussi prendre conscience de ce qui se passe. Puis ça m'a comme happée, comme une grosse vague. Mais j'ai l'impression que toi, t'es un petit peu plus en connexion avec ce qui se passe au quotidien. Puis je me demande comment tu arrives à être créatif, puis comment tu vois ton apport, parce que je pense que pour beaucoup de gens, on sent peut-être une crise de sens en ce moment, tu sais, par rapport à ce qu'on fait, comment on utilise nos journées, puis qu'est-ce qu'on amène dans le monde, versus tout ce qu'on sait. Puis, ouais, comment tu vis avec tout ça, toi? Je pense pas que j'aurais pu composer un album en ce moment-là. Je pense vraiment pas. Créativement, ça éteint beaucoup de choses de vivre dans le monde dans lequel on vit en ce moment. J'ai vraiment rien créé, là, depuis que les hélicoptères passaient chaque jour en haut de notre maison comme pour patrouiller la frontière. Il y a quelque chose qui est devenu très, très tangible avec tout ça, puis je pense pas que je le gère bien. Ça aide pas la créativité, ça, c'est sûr. J'ai pas... Mais tu sais, de faire les semis, tu sais, en ce moment, pour moi, c'est un beau geste de rempli de promesses, tu sais. Puis à travers ces gestes-là de promesses de beauté, tu sais, là, je les fais avec Claire, puis il y a quelque chose qui me fait du bien, qui vient calmer un peu ce qui est à l'extérieur. Mais ça suffit pas, là. Je pense pas que ça suffit, mais ça vient nourrir un peu cette partie-là en moi qui inquiète. Ouais. Très inquiète. J'ai beaucoup d'amis dans le monde de la spiritualité, là, comme tu sais. Puis il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, mais tu sais, moi, je suis pas dans l'égrégore de la peur, puis je suis pas dans cette affaire-là. » Il y a comme un petit peu dans le discours, des fois, je suis au-dessus de ça, puis je pense que
avec le recul, je me rends compte que, ben moi-même, là, je me suis beaucoup retrouvée dans ce discours-là souvent, puis d'un petit peu me valoriser, de pas embarquer dans l'égrégore de la peur, justement. Et d'utiliser le mot égrégore. Ben, de base, là. De valoriser, là aussi. Ah oui, mais justement, de pas rentrer dans le narratif, si on veut utiliser un autre mot, là, le narratif de la peur, puis de voir ce narratif de la peur-là, puis autant maintenant, j'ai conscience de ça, que c'est un narratif, puis que c'est un choix de... C'est qu'est-ce qu'on choisit de voir, puis comment on l'interprète. Autant en ce moment, je me rends compte que il y a quand même des impacts qui sont tangibles puis qui sont réels, puis je le vois de plus en plus comme un... Oui, comme tu dis, faire les semis, cultiver nos bulles de sérénité, de cultiver nos liens, puis de toucher à la joie, puis de faire des choses, tu sais, pour le simple geste de mettre de la beauté dans le monde, puis c'est ça, être vivant, là, comme on disait au début. Tout ça a vraiment du sens, mais tout ça, désengagé de ce qui se passe au niveau collectif, je ne sais plus si ça a du sens pour moi en ce moment. Puis c'est ça, je me demande, des fois je me dis comme, est-ce que le monde a besoin de gens qui sont complètement déconnectés justement de cet égrégore et de ce narratif, puis qui regardent juste comment la nature est belle, puis résiliente, puis comment les liens humains peuvent être merveilleux, puis de mettre l'attention là-dessus, ou... Est-ce qu'il faut aussi être avec ce qui est en train de se passer puis de poser action dans le monde? Tu sais, je me sens vraiment un peu partagée entre ces deux pôles-là, puis de trouver qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment là-dedans. Puis, mais ouais, c'est pas... Je te file vraiment. Tu sais, avec les manifs du week-end dernier, mais juste quand je vois des humains ensemble qui se réunissent pour défendre comme des acquis, pour défendre des générations futures. Je trouve ça beau, je trouve ça tellement, tellement beau, puis en même temps, c'est tellement pas dans mon éducation, disons. Tu sais, j'ai jamais vu mes parents ou des gens de ma famille aller vraiment comme se positionner, tu sais, ou même politiquement s'intéresser tant que ça, ou tu sais, avoir des opinions franches ou défendre quelques principes, tu sais. Que des fois, je me demande si j'ai ma place dans cette zone-là de l'existence. Et pourtant, t'es animé par plein d'idéaux, plein de valeurs, puis je veux dire, j'en parlais dans mon dernier épisode, le plus beau monde que nos cœurs savent possible, c'est vivant en toi beaucoup aussi, cette vision-là, puis ce désir de faire émerger un monde avec d'autres bases. Mais je comprends, c'est comme... Puis est-ce que ça donne quelque chose d'aller manifester? Puis je lisais là-dessus justement avec les manifestations de Mère au front, puis on le sait bien là, que Donald Trump, il va pas faire « Oh, là, il y a des gens bien en rouge dans les rues de Montréal, je vais reculer ». Ça, c'est sûr, c'est pas là que ça a un impact, c'est plutôt entre nous, je pense que ça a un impact de se voir, de se rallier, de connecter entre nous, puis de s'organiser aussi. Je pense que il y a parce que c'est ça, on a beau, nous, on s'est créé une bulle de sérénité ici qui est fabuleuse, qui est merveilleuse, mais elle est plus imperméable à tout ça. On le voit, il y a des hélicoptères. Elle est vraiment fragile, là. C'est fragile, oui. fragile, qu'on soit n'importe où. C'est super fragile, puis on a ce besoin-là de se connecter, se rallier les uns aux autres, puis de se créer au-delà de la résilience, la fameuse antifragilité, mais de se bâtir ces communautés-là, puis d'être en lien avec d'autres humains, puis c'est ça, il y a autant en nous, il y a notre couple, il y a notre famille, puis après ça, il y a notre communauté choisie, notre communauté, notre petit village, là. Il y a le village de Sutton, puis tout ça, mais tu sais, au-delà de nos familles, les gens qu'on choisit, puis avec qui on décide de créer des liens, puis de se soutenir aussi, c'est full important, puis de sentir aussi que c'est ça, que c'est pas juste une gang Tweedledee and Tweedledum qui prennent toute l'attention puis qui ont un impact sur tout le monde. On peut aussi avoir un impact en se ralliant, puis je pense que c'est ça aussi de plus en plus, là. On prend conscience de l'importance de se connecter les uns aux autres. Une communauté et non un réseau. Oui, bravo, t'es un bon étudiant de l'École de la vie. On a reçu beaucoup de questions sur Instagram, on a déjà répondu à quelques personnes. Ma couleur préférée, c'est quoi d'autre?
La couleur préférée, ça revenait souvent, non? Ah oui, c'est une question que les gens se demandent. Vas-y, ça brûle les lèvres de tout le monde. Mais non, je Vas-y, vais pas le dis-nous c'est dire, quoi? parce que si je reviens au podcast, j'aurais plus rien à dire. Il restera plus rien. OK, est-ce que Attends, tu non, veux que je te lise? Non, il y en a des nouvelles qui sont rentrées. OK, c'est quoi notre... Magog, 1994. On est tout le temps rendu à Magog. C'est quoi notre love language? Ben, il est différent. Vraiment différent. Et ça, ça a été source de C'est toujours source de... malentendus. C'est toujours source de... C'est de constamment se rappeler ça, hein, que ce qu'on est en train d'offrir, c'est pas ce dont l'autre a besoin, là. C'est comme ce qu'on offre naturellement, c'est pas ça dont l'autre a besoin dans notre cas. Oui, ça peut, mais dans notre cas, c'est pas ça. Non. Toi, c'est quoi ton langage de l'amour? Là, je vais te le dire, là, si tu le sais pas. Oui, non, c'est que je voulais trouver le vrai terme. Ben, tu peux me le dire, pas avec le vrai terme. Toi, c'est le toucher physique, moi, le toucher physique, ouais. Toucher physique, mais aussi les mots d'amour. Oui, c'est les deux. Ouais. Toi, c'est les mots et le toucher. Moi, c'est quoi? Toi, c'est les services rendus. Services rendus. Et chocolat. Cadeau. Pour vrai. Cadeau, ouais. C'est fou, c'est incroyable parce que c'est... Autant je comprends, là, tu sais, je le ressens aussi, là, ton amour, quand tu m'offres du toucher ou quand tu me dis que je suis belle puis que tout ça, mais on dirait que ça vient pas remplir mon petit vase, là, dont j'ai besoin. Puis, et vice-versa, là, moi, si je t'achète un cadeau, t'es comme content, mais je veux dire, tu te sens pas nécessairement aimé. Puis c'est ça. Fait que c'est tout intéressant. Puis c'est ça, vu que moi, je m'en sac vraiment de recevoir des cadeaux, ben j'ai moins l'envie de t'offrir des cadeaux. T'as moins l'élan. J'ai moins l'élan parce que je me dis que tu dois t'en sacrer aussi parce que tu reçois toujours 10 000 affaires. C'est comme, j'ai pas l'impression que tu manques de quoi que ce soit. Fait que souvent, j'ai rien à t'acheter dans ma tête, mais il faudrait que je t'achète des choses. Non, tu m'achètes des petits chocolats. Mais tu sais, j'aime ça. Des fois, tu m'entends parler à propos de quelque chose, puis après ça, tu vas me le chercher. Puis ça pour moi, c'est... Comme quand il manque du pain. Ben, tu vois, ça, c'est act of service. Puis là, je vais le chercher. Ouais. Non, mais c'est arrivé ce week-end, j'avais une migraine, puis on allait chez des amis, je voulais faire un gâteau, puis là, t'as fait « Hey, va prendre un bain, puis moi, je vais aller chercher les choses à l'épicerie. » Puis ça, pour moi, je me suis sentie vraiment aimée à ce moment-là. As-tu pris un bain? Ben, mais que j'ai pris un bain en pleine journée. OK. Ah, ça, c'est cute. Premièrement, quelqu'un qui fait juste dire « Wow, je suis fière de lui, il est rendu à l'aise à parler avec toi au podcast. » Merci. Quelqu'un qui te voit et qui te connaît. Alors, quelle fleur ou élément de la nature vous représente le plus? Et pourquoi? C'est le fun. Ça, c'est le genre de questions que notre ami Jade Isis nous poserait. De questions auxquelles j'ai à y répondre. Donc, vas-y, je te laisse aller. Je vais juste mettre en contexte pourquoi tu as à y répondre à ça. Je pense que c'est parce que tu es anafantaisiste, c'est ça le mot? Non, c'est pas ça. Ça sonne comme quelqu'un de... Analfantaisiste, c'est ça? Hein? Non, je m'en souviens plus. Aphantasie. Ah, bon, tu fais de la fantaisie. Ouais. Donc, toi, imaginer des choses dans ta tête, ça se passe pas. Non. Donc, t'as de la misère, mettons, à faire l'inventaire de ce qui se passe dans la nature et trouver à quoi tu corresponds. Fait que c'est un exercice qui est laborieux pour toi. C'est ça. J'ai pas d'image. C'est noir dans ma tête. C'est ça. Quand tu fermes les yeux, c'est noir. Mais je pense que c'est le même pour tout le monde. Non, c'est ça. Moi, je ferme les yeux, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est pour ça aussi que musicalement, puis toi, ton langage, ta créativité s'exprime probablement par quelque chose qui est plus sonore, qui pour moi est plus difficile à ressentir. Tu sais, mettons, créer de la musique, on dirait que j'ai aucune idée par où je passerais, là, tu sais, tout dit, comme j'ai aucune idée. Ça, ce que tu viens de faire, c'est beau. Miam. Prochain album, ça va être là. Mais c'est ça, donc c'est ça. Vu que tu as quelque chose de peut-être un peu plus atrophié, ça t'a permis de peut-être amplifier quelque chose d'autre. Ben, j'imagine que c'est comme mais ça. c'est bien de le nommer comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a des questions dans ce genre-là, j'ai pas de réponse, tu sais. Puis les gens, c'est comme, ben là, pour vrai, c'est facile, cette question-là. C'est très facile, c'est très simple. Je suis comme, pour vrai, c'est ce qui est le plus compliqué pour moi. Donc, il y a peut-être d'autres afantaisistes dans la salle qui nous écoutent. Ouais, je sais pas comment on les nomme. Mais vous n'êtes pas seuls. On vous salue bien bas. Salut bien bas. C'est une condition qui existe. Bon, ben d'abord, moi, je vais répondre. Ben, vous le savez, là, je pense que moi, c'est assez clair, là. Je me suis auto-identifiée au pissenlit pour toutes les raisons que les gens connaissent, mais toi, est-ce que tu m'identifierais à quelque chose d'autre ou ça, ta condition d'afantaisie te permet pas de faire ça? Une belle piscine Mova.
Tu me niaises-tu? Hmm? Parce que à l'instant où tu es en train de dire ça, j'étais les yeux sur la question que quelqu'un a écrit qui est « Aimez-vous votre piscine? Tu le voyais? Non, j'irai. Non, mais c'est... OK, est-ce que je peux faire Non, une mais parenthèse? parce que je voyais juste notre cours. Là, je voyais la piscine. Puis mais c'est pas ça que je devrais Mais dire, tu c'est le une voyais? fleur. Tu vois? Tu le voyais? Ben, je dis ça, je voyais, mais je vois pas. C'est comme... Je nomme des choses dans ma tête. Ah ouais, tu nommais les éléments, c'est comme ça que ça se passe? Ouais. OK, mais je veux juste ouvrir cette parenthèse-là parce que là, ça vient juste de se passer et ça arrive vraiment souvent. Je pense qu'on communique par télépathie. T'aimerais ça, mais je suis pas sûr. J'écoute là, le podcast Telepathy Tapes. Allez écouter ça, tout le monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ben oui, c'est très possible. Et en effet, ça l'est des fois, tu sais. Je pense que ça l'est... Tu sais, je pense que ce week-end, on a aussi commencé à chanter une chanson en même temps. Mhm. Tu sais, comme ces trucs-là, je pense Ou que ça je- arrive plus souvent. Ou je pense à quelque chose qui est complètement, aucunement lié avec ce dont on parlait. Ouais, moi ou- aussi, je pensais. Ouais. Puis là, tu parles, puis je suis comme, voyons, on dirait qu'il était plugué sur ma tête puis qu'il suivait le même fil de pensée que moi. Mhm. Puis je sais pas si c'est juste qu'à force de passer du temps ensemble, puis ça, c'est ton hypothèse à toi, là, qui est plus cartésienne, on finit par faire le même chemin de pensée qui nous amène donc à la même réflexion en même temps. Non. Non? Moi, c'est plus au niveau de la musique que c'est ça. Tu sais, là, des fois, quand on commence en même temps, des fois, je me dis, mais c'est parce qu'on l'a écouté il y a tant de minutes. Genre, il y a quelqu'un qui a chanté le refrain il y a tant de minutes, tout tant de secondes, puis elle roule inconsciemment dans notre tête, comme... Puis, à un certain moment, on la rechante, mais on est rendu à la même place parce qu'elle a jamais arrêté de rouler. Hey, Puis t'imagines c'était dans le l'équipe... subconscient. T'imagines l'équipe incroyable qu'on ferait à la Fureur quand il arrête la toune puis qu'on Ouais, repart. Parce- Ouais. En tout cas, Ben, Guffy, par contre. mais si ta théorie est vraie, c'est très intéressant, Ben oui. mais si c'est pas ça l'explication puis que c'est peut-être que va falloir que je fasse des recherches là-dessus, est-ce que à force de vivre avec la même personne, parce que c'est prouvé quand même qu'on passe du temps avec des gens même qu'on connaît pas dans une pièce, il y a une sorte d'harmonisation des consciences d'une certaine façon, ou en tout cas les cellules aussi finissent... Tu sais, je veux dire, on est de l'énergie, là, tout le monde, je sais qu'on a des frontières physiques là, très claires avec notre corps, mais tout ça est moins fermé que, que ce qu'on croit. Là. Oui. C'est moins hermétique, donc clairement, il y a clairement un J'y crois à échange entre 100%, nous. là. Depuis que j'écoute de Telepathy Tapes, j'y Depuis crois à 2 jours. 100%. Depuis Depuis 2 2 jours, j'y crois à 100%. Pour vrai. Ouais. Non, mais c'est quand même probablement qu'il y a un certain échange. Mais tu sais, on va l'avouer aux gens, on l'a déjà essayé là, avec Claire, tu sais, comme on écrit une couleur ou on pense à quelque chose, puis tu sais, on l'essaie, puis on n'est pas aussi bon que les gens de Telepathy Tapes, malheureusement. Non. Mais sans doute que ça se travaille ou que ça se développe d'une façon. Mais je pense que quand même, il y a certains moments où ça se crée, puis ça nous donne... Ben là, je dirais pas des évidences, là, c'est pas de la science, mais quand même beaucoup de fois où ça arrive qu'il n'y a pas tellement d'explications logiques à ce qui vient de se passer. Puis moi, en tout cas, je suis, comment dirais, en bon français, mesmerized quand ça se passe. Puis je pense que c'est aussi probablement du fait qu'on travaille à la maison puis qu'on est souvent dans le... Je veux dire, on voit des gens dans la ville, on n'est pas des reclus dans la forêt. On voit le facteur, des fois. Non, mais on voit des gens, puis on sort de notre maison, mais comme on passe beaucoup de temps ici, puis qu'on n'est pas constamment, je sais pas, on prend pas le métro à tous les matins pour aller travailler, je pense qu'on est peut-être moins affecté par les chants de plein de gens. Puis ça, c'est complètement métaphysique ce que je dis, mais je crois que probablement que je suis très affectée C'est par complètement ton chant. supporté par la science, ce que tu dis. Il faut juste aller trouver les articles qui vont venir valider. supporter, Mais je pense que c'est peut-être ça aussi, vu qu'on n'est pas exposé à plein d'humains, peut-être que nos chants interagissent plus. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ce sera pour un prochain podcast, ça. On vous revient, on fait de la recherche là-dessus. Ben, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que Alex a un petit côté spirituel? Je pense qu'on vient de répondre. OK. Je pense que ça va être notre dernière question parce qu'on a beaucoup répondu à ce qui a été demandé. Quel serait votre plus grand rêve partagé? On peut brainstormer en direct. Ouais. Ben, plus grand rêve, mon Dieu. Ben, en ce moment, ce serait d'avoir un autre enfant. Ça serait ça. Le plus grand partagé. C'est vrai, c'est quand même quelque chose à quoi on aspire puis qu'on souhaite. C'est un rêve partagé. Qui est pas petit, là. Non, c'est sûr, c'est pas petit. C'est comme pour toute la vie.
C'est ça qu'ils disent, hein? Il y a ça d'un côté. Sinon, un projet aussi dont on parle ensemble, qui est vraiment, vraiment chouette, qui a un sens, qui nous ressemble, qui nous drive, mais dont on ne peut pas parler encore. Bien, sans parler du projet de façon directe, on est en ce moment en train de commencer un projet professionnel ensemble qui allie nos deux zones de génie, j'ai envie de dire. La jonglerie et le soccer. Et ça m'excite vraiment beaucoup. Je veux le nommer, là, parce que justement, ce que le neuropsychiatre là, dont je parlais, le docteur Boris Cyrulnik, il disait que pour avoir ces éveils-là d'attachement, donc de un petit peu refaire vivre le sentiment amoureux, avoir des projets communs, c'est super important. Fait que le projet d'enfant, c'en est un projet, mais je trouve aussi que d'aller dans le projet, puis tu sais, on va dire le mot professionnel, mais on dirait que c'est pas le mot juste parce que c'est aussi quelque chose qui nous anime profondément. Puis c'est pas juste le travail, là, c'est vraiment quelque chose qui est vivant pour nous puis qu'on a envie de faire créativement aussi. Ça m'excite beaucoup pour notre relation même. On dirait qu'on s'est fait un petit meeting vraiment informel. On est allé manger des ramen pour en jaser. Mais juste là, c'est comme si ça me permettait de te rencontrer avec une autre version de genre Alex le papa ou peu importe. Puis ça, pour moi, ça a vraiment redynamisé quelque chose. Je sais qu'il faut être vigilant sur plein d'aspects là, quand on partage ce genre de projet-là. Puis, fait que ça me fait un peu peur, mais en même temps, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir partager ça avec toi. Moi aussi. J'ai très hâte. Vraiment hâte. Puis c'est plein, ça va emmener tellement de défis aussi dans notre vie, mais en même temps tellement de nouveautés. Je pense qu'on en a besoin aussi. Juste un peu de changement dans la dynamique parfois, qui fait, c'est ça, qu'on se voit d'un autre œil. C'est beau. Fait que vous surveillerez ça, ça va être vraiment le fun. Mais vraiment pas de suite. Non, ça prend du temps. Moi, dans les rêves aussi que je pense qui sont partagés, peut-être c'est juste mon rêve, là, mais il y a quelque chose par rapport à, tu sais, on a parlé un petit peu là, de la communauté, de peut-être trouver une nouvelle façon d'exister avec les gens, de peut-être ouvrir un peu plus nos vies, nos espaces, comment on perçoit notre quotidien, puis comment on est supposé se partager les choses, puis comment notre unité familiale peut peut-être venir s'allier à d'autres unités familiales, ou en tout cas de fonctionner dans un nouveau genre de paradigme. Ça, pour moi, c'est aussi un rêve. Ouais, qui est pas évident, mon Dieu. On en parle quand même, on en a parlé souvent. Des rêves versus la réalité, puis comment c'est difficile de venir chambouler tout ça. À l'intérieur des structures qui sont existantes, puis de la vie qu'on a bâtie. Puis c'est ça, tout l'individualisme qui est prôné partout, puis chacun a son petit air fryer. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, ouais. Créer une communauté forte, réelle, puis arrêter de penser que les réseaux, c'est une communauté aussi. Ouais. Donc, Alex Nevsky, votre prochain opus sera disponible... Attends. Avant, à chaque fin d'épisode, je tire une carte de l'oracle sans blabla de Kat Laporte. Donc, ah oui, tu fais ça? Ouais, à la fin de chaque épisode. Donc là, est-ce que tu veux ta carte? Oui, vas-y. Donc, on va tirer ta carte. Tu vas tirer ta carte, c'est ça, d'habitude. Ouais, c'est ça. Mais tu veux pas tirer ta carte comme tu es l'invité? Ah, faudrait que tu le tiennes d'abord. À chaque épisode, je fais ça. Pour les années à venir. Ils sont tous à l'envers. This is your final five. Chaque épisode, tu devrais faire ça. J'aime pas ça, ces formules-là, parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça comme toi. Ah, mais... je pense que c'est le temps de terminer le podcast. C'est la carte « Sauf qui peut ». Voilà. Merci beaucoup, 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 mon amour. Merci pour ton ouverture, puis de te prêter à cet exercice. On se revoit dans un an. On se revoit dans un an. Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet
Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.